Les amis, on ne résiste pas au plaisir de vous montrer une carte de la Russie, puisque vous parlez de l'après-Poutine, dans l'hypothèse d'une défaite de la Russie, n'est-ce pas? Il y a sur les réseaux sociaux cette carte qui s'est un peu promenée, et ce serait la Russie après la défaite qui aurait été démembrée, vous voyez. Alors, tout en haut à droite, c'est la partie du Kamtchatka, etc. Ce serait une partie qui serait américaine, vous voyez. Et donc, ça n'est plus la Russie. Elle serait, une grosse partie serait chinoise, une partie serait norvégienne, une partie serait finlandaise, une partie serait donnée de la Russie serait donnée à la Pologne, une autre serait donnée aux Pays-Baltes, à l'Estonie, etc. C'est intéressant. Alors au début, on a regardé cette carte avec sérieux. D'ailleurs, je crois que ce sont les Ukrainiens qui sont derrière ça, le service de propagande du en tout cas, bon. Je vais vous dire. Non, mais elle connaît, Oui. Et donc, ce sont quoi? Ce sont les Ukrainiens? Alors pas celle-ci. Il y en a une autre qui était virale, qui a beaucoup circulé, où on voit un présentateur de la chaîne d'État chinoise CCTV avec une carte de la Russie qui est similaire à celle-là, découpée et avec des noms de pays, en fait, Kazakhstan, je ne sais plus quel autre, etc. dessus. Et en fait, certains ont estimé que ça voulait dire que voilà, même l'État chinois envisageait le démembrement de la Russie. Et puis des analystes se sont penchés dessus, ont évidemment décelé que c'était un fake qui avait été introduit sur un réseau Telegram consulté par des dizaines de milliers de personnes, un réseau ukrainien, et puis c'est devenu viral, mais certains s'en sont servis pour dire « Ah ben regardez cet affront que Pékin fait à Moscou », mais c'était un fake. En revanche, ce qui est vrai derrière ces cartes-là, c'est que cette éventualité, celle d'une dislocation de la Fédération de Russie, est une perspective. Alors, je ne sais pas si elle est probable. Probable, on n'en sait rien. Elle est clairement envisagée. Elle est clairement envisagée par le pouvoir ukrainien. Mikhailo Podolyak, principal conseiller de Zelensky, en parle très ouvertement, très explicitement. D'aucuns affirment que, effectivement, quand vous suivez, par exemple, la guerre Afghanistan 79-89, perdue par les soviétiques, vous voyez ce qui se passe juste après. Là, la guerre russo-ukrainienne qui ne dure pas depuis 2022, mais depuis 2014, qui va donc arriver sur sa 10e année et qui risque de connaître un sort similaire pour la Russie. Quelles conséquences pour la Fédération? Non mais attendez, il y a quand même un paradoxe extraordinaire, c'est qu'on est dans une guerre qui ressemble d'ailleurs étrangement à une guerre du début du XXe siècle, qui est une guerre de territoire, voire une guerre du XIXe siècle d'ailleurs. Et le résultat serait donc le démembrement, si j'ai bien compris, de ce qui est aujourd'hui la Russie. Bon, un empire colonial. Oui, il faut être un peu sérieux. Elle perd ses anciennes marges, mais je ne suis pas persuadé que du jour au lendemain, les alliés, c'est comme ça qu'il faudrait les appeler, se partagent le butin. Non, c'est pas comme ça que ça peut se passer. Il faut bien comprendre d'où ça vient. C'est l'explosion en fait, de l'intérieur, l'implosion. Oui. En été dernier, de 2022, il y avait deux événements majeurs. Il y avait un congrès des peuples libres. C'est les représentants de plusieurs républiques qui font partie de la Fédération de la Russie. Et les Bouriates, Daghestan, Tchétchenia et toutes les autres. Il y a 400 nations quand même dans cette fédération. Hein. C'est difficile à gérer. Et puis, il y avait aussi un congrès des députés russes qui sortaient, chacun dans son période, qui sortaient du Douma de la Russie, du Parlement russe, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la gouvernance de Poutine. Donc, il y avait quarantaine de députés qui ont dit que nous sommes les élus. Ils ont représenté plus ou moins 6 millions d'habitants. Ils ont dit, nous sommes seuls les responsables, et nous sommes seuls en mesure de prendre la responsabilité, de prendre le pouvoir après la guerre. Et cette carte-là, il y avait 3 conditions qui étaient similaires. Et de congrès des peuples libres, et de ce congrès des ex-députés qui représentaient l'opposition russe. Il était les représentants d'Urza aussi, de Mourzaïev. Donc, il y avait quelques conditions. Ils ont même fait une constitution nouvelle après la guerre. La première condition, c'est démilitarisation. Deuxième, dénucléarisation. Et troisième condition, c'est donner à tous ces peuples le droit de voter
Est-ce qu'ils sont d'accord rester en confédération ou est-ce qu'ils ont envie de sortir? Et selon les sondages qu'ils ont faits, la plupart de ce peuple veulent sortir. D'où vient cette carte approximative? Qu'est-ce que ça représentera si les gens vont voter? Si la fédération explose. Voilà, si la fédération explose. Regardez, on a retrouvé la fausse carte, hein, la fausse carte. Là voilà, alors elle est formidable, c'est un montage. Sauf qu'elle est encore plus simple. On en parle depuis 10 minutes. On en parle depuis 10 minutes, là voilà. Sauf que alors, regardez, c'est du bidon. Hein. Non, mais je sais, mais sauf qu'elle est quand même assez représentative d'une chose. Alors, attendez, alors là, vous voyez, donc tout ça, c'est la Russie. Donc, c'est tout petit, hein, on a du mal à voir. En bleu clair, ça serait le Kazakhstan qui le prendrait. En bleu clair, c'est le Kazakhstan. En bleu foncé, du côté droit, ça serait les États-Unis qui la prendraient. Les États-Unis tout en haut à droite. La Chine prendrait tout ce qui est en rouge. La Chine en rouge. L'Ukraine, je vous explique même pas, elle arrive sur ses frontières historiques en jaune. La Mongolie au milieu prend le bleu foncé, le bleu entre le bleu dur, voilà. Et tout ce qui est en espèce de violet bizarroïde, c'est la Norvège. Et à côté, la Finlande. Il y a 5 pays qui se déchiquettent le. Non, mais sauf que ce qu'il y a Mais tout ça, mesdames, messieurs, totalement bidon. Voilà. Hein. Oui. Mais c'est surtout. Mais ça veut dire quelque chose. Non, mais ce qui est intéressant, c'est une mentalité. C'est encore une mentalité 19e siècle, 20e siècle, qui on se divise et on partage le pays. C'est exactement la même mentalité qu'a Poutine avec l'Ukraine, c'est exactement la même mentalité qu'à la Chine avec les pays autour. C'est une vision totalement antidémocratique du monde. Le risque n'est évidemment pas de voir demain le reste du monde se dépecer la Russie, ce qui serait vraiment la dernière des choses à faire. Mais il y a une inquiétude qui est réelle d'ailleurs. Après, certains pensent que c'est très formidable, mais c'est une explosion de la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie est, à la différence, est un pays qui s'est construit effectivement comme un empire en absorbant, en colonisant des peuples, mais qui n'étaient pas des peuples outre-mer, qui sont des peuples qui sont périphériques. Le jour où effectivement l'État central risque de lâcher, c'est pas que les Khazars vont piquer, les Tadjiks, les machins, c'est que chacun des pays du Caucase va demander à être indépendant, exactement comme les Balkans. Et le risque, c'est ce qu'on appelait la balkanisation. C'est-à-dire, en fait, la demande des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'explosion, la Tchétchénie qui partirait, le Daghestan qui déclarerait son indépendance, etc., etc. C'est ça la question qui va se poser, qui pourrait se poser s'il y avait... C'est pas du tout leur attachement à les pays européens, ou aux États-Unis, ou à la Chine. Le problème, c'est que, ce faisant ça, la vraie question qui se posera pour tous les pays autour, pour le coup, c'est comment on gère une implosion de cette nature-là. On n'a jamais été capable de gérer l'explosion de l'Empire autrichien. On a très 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 mal géré l'explosion de l'Empire ottoman. Et l'explosion de l'Empire russe est un vrai casse-tête stratégique pour l'ensemble des pays qui sont autour, et particulièrement pour les puissances. Parce qu'en plus de ça, n'oubliez pas qu'on aura une Russie qui est quand même doté de 6000 têtes nucléaires et dont 10 milliards de petits satrapes en auront une partie. Ça, c'est quand même un cauchemar stratégique qui n'est pas simple. Et ça, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il y a un vrai débat stratégique qui n'est pas évident entre... Et certains pays qui ont toujours été menacés par la Russie, si vous parlez à beaucoup de Polonais, à des Ukrainiens, à des États baltes, eux, ils pensent que, grosso modo, ils n'auront jamais de sécurité tant qu'il y aura une Russie impériale avec ses ambitions à leur côté, et que donc l'explosion de la Fédération de Russie serait une excellente chose. Les pays qui sont un peu plus lointains, y compris la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, etc., eux se disent « Ouh là là, on part dans un cauchemar dont personne ne sait comment ça se gère. » Mitterrand en 89, déjà, Mitterrand en 89, avec la chute du mur, il avait peur. Il a dit surtout que ça bouge pas. Alors vraiment, il s'est bien planté. C'est intéressant de comprendre ça. Finalement, c'était chouette, l'URSS, c'était stable. C'est ce que disait Mitterrand. Ça bougeait pas, c'était impeccable. Ah, mais c'est la vérité. Alors après, il y a deux choix là-dedans. Vous avez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qu'on comprend très bien. On a apporté la liberté aux Polonais, etc., aux Hongrois, aux Roumains, très bien. Mais en même temps, on y a perdu la stabilité de l'ordre international. Donc en fait, la question est de savoir ce que l'on préfère, c'est-à-dire la stabilité dans l'ordre avec c'est un peu le problème de est-ce qu'il fallait virer Kadhafi, est-ce qu'il fallait essayer de virer Saddam, c'est la fameuse phrase de De Gaulle, l'ordre on a essayé de virer Al-Assad, etc. Est-ce qu'il vaut mieux des tyrannos locaux qui tiennent leur peuple ou bien le droit des peuples à disposer de eux-mêmes et le chaos? Et souvent c'est ça l'alternative de la dissolution des grands empires. Et donc c'est des métastases pendant 50 ans si ça se passe là, mais minimum. Alors moi j'y crois pas du tout. Bon, ça me permet de dire pas la dissolution de la Russie. Non, j'y crois pas. D'abord je pense que même si Vladimir
Vladimir Poutine perdait, etc., les nations garderont à la Russie une capacité de garder la cohésion, d'éviter les fortes centrifuges de son empire, et ne l'amèneront pas à la dernière extrémité qui amènerait une explosion en poussière d'empire comme ça. Là, ce serait le Big Bang. Bon, en tout cas, c'est une volonté des Ukrainiens, mais effectivement, on en est très très loin. Mais c'est quelque chose qui a été évoqué notamment à la télévision chinoise. C'est très intéressant pour mieux comprendre la Russie. Pardon, n'a pas été évoqué à la télévision chinoise. On a fait croire qui en a fait croire que, et c'est diffusé par les Ukrainiens. Pardonnez-moi, raccourci. Mais je voulais quand même parler de la Chine. La Chine, qui, là, pour le coup, ce n'est pas bidon, ce n'est pas des suppositions. C'est le Wall Street Journal qui l'affirme. Xi Jinping devrait se rendre à Moscou, donc la semaine prochaine, pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est ce qu'annonce le journal. Et dans la foulée, il s'entretiendra, Xi Jinping, avec Volodymyr Zelensky, là en visioconférence. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Renaud, Xi Jinping ou la Chine qui essaye de prendre une part plus active dans la médiation de ce conflit? Oui, qui se veut maintenant le pendant des États-Unis, mais je dirais le pendant plus. C'est-à-dire qu'on va avoir cette visite, si elle est confirmée, va être spectaculaire. Parce que Poutine aura enfin sa visite du numéro 1 chinois en Russie. Il sera très intéressant, bien sûr, de voir ce qu'il s'y dit. On ne le saura pas, mais en tout cas, les communiquer après de ce qui s'est dit lors de cette rencontre, si elle a lieu. Et puis, il y a vraiment une volonté chinoise maintenant de transformer leur puissance économique en puissance diplomatique et stratégique. Et il y a une image, moi, qui m'a énormément marqué ce week-end. On en a parlé un petit peu ce week-end, mais très peu. C'est le sommet entre les Chinois, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte que c'est la Chine qui est maintenant faiseuse de paix et qui a rassemblé ce week-end, samedi, dans une même pièce, les Iraniens et les Saoudiens, ennemis historiques, alors que depuis un demi-siècle, l'alliance entre les Américains et les Saoudiens était historique. Le pétrole stratégique, il n'y avait pas l'ombre d'une épaisseur de papier à cigarette entre les Saoudiens et les Américains. Ça s'est dégradé ces derniers mois, et les Chinois en profitent pour à la fois aller en Russie, à la fois jouer un rôle dans ce conflit-là, à la fois maintenant jouer un rôle, encore une fois, de pacification au Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'a dit hier soir? Il y avait l'ancien directeur des renseignements saoudien qui était sur ce plateau, sur LCI, un des rares membres de la famille royale saoudienne, qui a tressé des louanges à la Chine, en disant désormais la Chine est un partenaire commercial, militaire, stratégique de premier ordre. L'Arabie Saoudite. Donc on voit que des pays aussi puissants, notamment que l'Arabie Saoudite, se tournent des États-Unis. Vous vous souvenez de la visite de Biden il y a quelques mois, où Biden est arrivé, pensait revenir, le sac plein de Washington. Il s'est fait recevoir par le roi saoudien comme un palefrenier. MBS l'a reçu 1h30. Il n'y a même pas eu de communiqué. Il est reparti sans rien. Il voulait faire baisser les prix du pétrole. Eh bien, on comprend mieux maintenant. On comprend mieux quand on voit ce week-end la Chine avec les Saoudiens, les Iraniens. Je crois qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un peu le piège de Thucydide. C'est le piège de Thucydide, c'est une nation montante et une autre nation déclinante, la Chine et les États-Unis. Ouais. Et plus que jamais, on est dans ce rapport de force-là, avec du côté de la Chine, la volonté de rassembler en fait tout le monde non occidental, d'être la capitale, d'être Pékin, la capitale du monde non occidental. Sauf que tout le monde n'a pas, et autoritaire évidemment, mais tout le monde n'a pas, effectivement, c'est les démocraties aujourd'hui, le monde il est divisé en deux, entre les démocraties d'un côté et de l'autre côté, eh bien, des empires, parce qu'ils se considèrent comme tels, des empires qui sont autoritaires, autocratiques, et la Chine, la Russie, d'une certaine façon l'Iran, et tout ce petit monde-là se représente comme ça. Sauf que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Moi je vois par exemple, dans le rapprochement de la Chine avec l'Iran et la Chine avec l'Arabie Saoudite, une espèce de montée
d'enchères, de surenchères saoudiennes pour faire tirer la langue aux Américains, parce que je crois que les Saoudiens ne quitteront jamais. Il faut monter les prix. Évidemment. Il faut montrer les prix devant les Américains ou face aux Américains en les narguant et en s'associant et en s'affichant avec les Chinois. Et pour ce qui est des Iraniens, moi je reste persuadé que les Iraniens ont besoin d'être désencerclés et ont besoin de se trouver des alliés. Évidemment, la Chine est un allié extraordinaire puisque il ramasse tout ce qui passe. Mais l'Iran aujourd'hui a besoin d'affirmer des alliances parce que elle peut et elle est régionalement très très affaiblie. D'abord avec Israël évidemment et deuxièmement avec l'Irak puisque les chiites irakiens, je vous rappelle que l'Irak est un pays à majorité chiite, les chiites irakiens sont en train de lâcher Téhéran. Mais pour en revenir quand même à cette rencontre Xi Jinping, Poutine la semaine prochaine a priori à Moscou, puis Xi Jinping, Zelensky, c'est une première. Non, c'est énorme. C'est Gallagher Fenwick, pardon. Vladimir Fenwick. Si c'est confirmé. Non, alors si c'est confirmé effectivement, mais a priori là à ce stade, c'est-à-dire que ça va se passer la semaine prochaine. Et évidemment que chaque minute, chaque mot va être scruté parce que ça marque quand même un basculement. C'est-à-dire que la Chine, dont on disait qu'elle penchait du côté de la Russie, la Chine se rend à Moscou. La figure de Xi Jinping, qu'il faut le rappeler, vient tout juste d'être adoubé par le Parlement pour les 5 années à venir avec 100% des votes, pas une abstention, pas un vote contre lui, comme quoi il est extrêmement... Comme disait Napoléon III, j'ai fait mon chiffre. J'ai fait mon chiffre. Mais deux choses. D'abord, du point de vue militaire, est-ce que la Chine va franchir un Rubicon qu'elle a déjà indirectement et en partie franchi parce que la Chine, aujourd'hui, soutient indirectement l'effort de guerre russe, non pas en contournant des sanctions primaires, mais en fournissant des matériels qui ne sont pas sous sanctions et en achetant massivement des produits russes, à commencer par des hydrocarbures, ce qui renfloue les caisses de Moscou et donc permet de financer l'effort de guerre. Et puis ensuite, diplomatiquement, il y a effectivement sous nos yeux, en temps réel, et c'est ça qui est absolument fascinant, et Renaud y faisait allusion un instant, un ordre mondial complètement chamboulé qui est en train d'être redessiné. C'est le grand basculement. Moi, je me méfie de la notion d'Occident, parce que c'est une notion un peu gratuite, comme la co-belligérance. Je ne sais plus trop ce qu'on met dedans à ce stade. Je dirais plutôt l'opposition entre, alors l'expression un peu surannée, mais un monde libre et un monde qui ne l'est pas. Oui, mais la notion d'Occident... Vous pouvez, pardon de le dire de façon encore plus crue, moi je trouve que ça fait penser à un monde blanc. C'est l'Occident blanc, c'est le Canada, les États-Unis, l'Europe. Bon, il y a le Japon. La Corée du Sud. La Corée du Sud, certes. Bon, enfin bon. L'Amérique du Sud. Non, mais moi je suis très marqué par l'idée qu'il y a autour des Chinois qui prennent le leadership de ces, on va dire, de ces dictatures ou de ces empires non démocratiques. Il y a quand même... qu'est-ce qui fédère ces gens qui sont si différents? Les Indiens ne s'entendent pas avec les Chinois. Les Africains n'ont rien à voir. Voilà. Il y a la revanche contre un Occident dominateur, colonisateur, c'est le colonialisme, méprisant, hypocrite si vous voulez. Voilà. Non, et donc ça fédère les gens. Quand on a un ennemi commun quand on s'est senti humilié dans l'histoire, comme je sais pas, les pays du Sud-Est asiatique, les pays africains, voilà. Quand l'histoire vous rappelle sans arrêt à l'école, etc. ces années d'humiliation, c'est un énorme levier de colonisation, etc. Eh bien, c'est un levier formidable. C'est la revanche de ce qu'on appelle le Sud global, qui effectivement. Mais qui veut rien dire. Alors pour le coup, ça veut rien dire du tout. Alors mais justement. C'est une expression qu'ils exècrent et à juste raison, parce que on a commencé par parler du tiers-monde, après on a parlé de pays émergents, après on a parlé de périphérie. Aujourd'hui, on parle de Sud global, expression technocratique qui est censée relier Brasilia à Jakarta, en passant par le Cap et d'autres nations, le Gabon et autres, qui votent neutre sur le dossier russo-ukrainien aux Nations Unies depuis un an. Avec certains qui d'ailleurs franchissent le pas. Le Mali étant le dernier exemple, qui rejoint le club très fermé des pays qui votent désormais aux côtés de la Russie. Ils sont 7
le Mali. Ça n'est pas rien, surtout pour la France. Mais toujours est-il que, à la fin de son discours, celui du président français à la conférence sur la sécurité à Munich, il a justement parlé de ça. C'est la bataille qui est en train d'être perdue par cet Occident démocratique. Cette bataille, si vous voulez, du Sud. Oui. Et eux l'ont compris, ça. Eux sont en train de... Moi, je ne suis pas persuadé. Juste une dernière chose. Moi, je suis pas persuadé qu'il est perdu. Alors, il y a des manières, de le démontrer. Service, là. Alors voilà, je veux dire, on parle du piège du Thucydide. Effectivement, il y a un challenge, mais on parle du piège du Thucydide avec une puissance montante, une puissance déclinante. Encore faut-il prouver qu'il y a une puissance déclinante. Je veux dire, faut prouver que l'Occident est déclinant, ou même que les États-Unis sont une puissance déclinante. Quand on est capable de mobiliser 840 milliards uniquement pour le budget de la défense, j'ai pas le sentiment qu'on soit véritablement une puissance déclinante. On a une puissance qui est challengée, c'est pas du tout la même chose. Et puis quand on parle de Thucydide, si on rappelle la guerre du Péloponnèse, Sparte a battu Athènes, il faut pas l'oublier, mais 50 ans après, Sparte, c'était une puissance aussi déclinante. Je veux dire, ça s'applique à tout le monde. Je veux dire, on peut pas tirer des courbes comme ça en disant on est en train de décliner, ils sont en train de monter. La Chine, elle reste une puissance importante, mais qui a aussi ses faiblesses. Et il n'est pas du tout évident qu'elle arrive à atteindre la masse critique où elle pourra challenger. Que vient faire Xi Jinping à Moscou? Que va-t-il dire? Alors contre toute attente, il va parler alors à Volodymyr Zelensky, c'est énorme, puisqu'il n'avait jamais été question pour les Chinois de parler aux Ukrainiens. Là, il y aurait un entretien. Il se place au centre du jeu dans une région où il n'est pas. C'est un grand coup. Mais c'est remarquable. J'en dis ce qu'on vient pas. Je dis ça n'explique pas, ça ne démontre pas le déclin ni de l'Occident ni des États-Unis, parce que Xi Jinping joue des coups importants. Vous nous avez mal compris. Moi, je crois que vous m'avez mal compris. Moi, j'étais en train de raconter que c'était ce qui pouvait se passer et ce que la Chine jouait. Moi, je reste persuadé que Poutine nous a rendu un grand service et qu'on est dans un monde bipolaire, c'est un peu schématique, mais un monde bipolaire avec d'un côté des démocraties et que ces démocraties ont été renforcées par Poutine et par son action, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient justement une vertu qui est celle de la liberté, qui est celle de peut-être de la solidarité entre elles aussi d'ailleurs, et puis en face des pays qui sont des empires effectivement, mais des empires qui ont des intérêts qui sont très variés, très divers, mais qui sont qui cherchent normalement, c'est toujours les démocraties qui gagnent, 14-18, les Anglais, les Français, 40 aussi. Les démocraties. Elles ploient, mais elles ne cassent pas. Elles ont toujours un temps de retard sur un agresseur. Elles ont toujours un temps de retard parce qu'elles respectent un certain nombre de règles que les États totalitaires ne respectent pas. On l'a vu avec Adolf Hitler. Xi Jinping, lui, il peut décider très vite. Vladimir Poutine aussi. Donc au début, on a un temps de retard. Et puis quand elle démarre, c'est des diesels. Mais quand elle démarre, elle s'arrête pas. Vous pensez que le réveil va durer, vous? Mais moi, je pense que le réveil va durer. Alors là, je pense que le réveil va durer. En Europe. N'oubliez pas la Deuxième Guerre mondiale. C'est 10 ans d'humiliation, la Ruhr, les Sudètes, tout ce qu'on vous voulez, l'annexion de l'Autriche. Et puis ça se termine quand même par Berlin transformé en parking et puis par Hiroshima, Nagasaki au Japon. Ne négligez jamais ce qu'est capable de faire des démocraties. La violence des démocraties qui luttent pour leur liberté et qui luttent pour leur survie, c'est quelque chose de terrible. Je suis d'accord avec les États-Unis qui ont une puissance de rebond et une puissance militaire qui est phénoménale et qui a une économie qui est florissante sur la vieille Europe, dont nos économies, attendez, il faut bien financer, Didier. T'as vu notre déficit? Et si la Suisse... La France, les militaires sont obligés d'aller ramper depuis 2007 à l'Élysée pour quémander de l'argent. Enfin, ils ont été entendus. Ça a changé, Renaud. Si on change un peu... Nous sommes pauvres, nous ne sommes pas les États-Unis. Mais non, je propose, n'oubliez pas... Mon général, vous êtes indiscipliné, mon général. Absolument. Indiscipliné. N'oubliez pas, on a été dans les batailles pendant 2000 ans. Maintenant, on est 3e millénaire. Et peut-être ce n'est pas la bataille, mais c'est la discussion. Regardez, il y a une nuance très importante. Il ne va pas en Russie maintenant. Il a d'abord rencontré les Iraniens et les Saoudiens. Il a quand même joué son géopolitique. Il est maintenant leader du géopolitique. Peut-être il va en Russie comme un grand impérateur récupérer ces territoires pour montrer à Poutine que c'est lui maintenant qui gère. C'est lui qui est chef. Et ça veut dire
pour Poutine, c'est un signal que c'est Xi qui va lui dire qu'est-ce que Poutine doit faire. D'autant que vous faites bien de le dire, Xi Jinping, il va en Russie, il prend son avion là, mais il va se promener en Europe. Hein. Peut-être. Il va se promener en Europe. Hein. Voilà. Il est en train, dit-on, de peaufiner son carnet de balles. Et donc, Moscou ne serait qu'une étape. On n'est pas en guerre avec lui, Et en notamment. plus, il y a un petit détail que vous ne connaissez pas peut-être. Vous savez que certaines villes en Sibérie, ils ont réussi déjà les noms chinoises. Oui. Et la Russie n'a pas réagi. Et il paraît qu'il y a déjà la population tellement forte chinoise en Sibérie que récupérer Sibérie, c'est vraiment l'histoire comme ça. Oui. Donc, on ne sait pas, peut-être il va récupérer cette terre à Moscou. En plus, Mais vous voyez, les Chinois, et ce sont les gens qui sont très attachés à leur philosophie, à leur culture. Ils rentrent à Moscou le 21 mars. C'est la date très importante, très symbolique au niveau de l'énergie pour les Chinois. Ils ne viennent pas par hasard, c'est la journée de solstice. Solstice. Il sait quelque chose. Il vient aussi dans ce contexte de plan de paix en 12 points présenté par Xi Jinping il y a quelque temps. Juste, est-ce que Poutine, la seule personne qui l'écoute vraiment, c'est Xi Jinping? C'est le seul qui pourrait potentiellement avoir une influence sur Vladimir Poutine? Non, mais ça vient d'être très bien expliqué. La Chine a quand même vassalisé la Russie. L'économie chinoise, c'est 10 fois celle de la Russie. Et il y a quand même une relation complètement dissymétrique là, entre les hommes, à la fois physiquement, économiquement, démographiquement. La Russie, c'est 140 millions d'habitants. La Chine, c'est 1,4 milliard. Donc juste là, vous avez quand même... voilà. Alors après, c'est clair que l'armée 5 fois plus que l'armée même russe. encore, plus, parce que le budget militaire russe est 60, celui de la Chine vient de passer à 250 milliards annuels. Progresse, Ils viennent d'annoncer 7,2% supplémentaires par rapport à l'année dernière. Mais non, si vous voulez... Xi Jinping, effectivement, est le promoteur de l'avènement d'un nouveau pôle qui va graviter autour de la Chine. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur et comment est-ce qu'il fonctionne ? Il y a les valeurs, mais aussi des choses très concrètes, c'est-à-dire la devise. Et Xi Jinping, si vous voulez, veut la dédollarisation d'une grande partie de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40% de toutes les transactions à l'échelle du monde, toutes les transactions commerciales à l'échelle du monde, sont libellées en dollars. Donc les États-Unis font la loi grâce à cela. C'est-à-dire quand ils vous coupent de votre accès au dollar, vous êtes quand même très restreint. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Iran, c'est ce qu'ils ont fait en partie avec la Russie, et ça fonctionne. Ça a un coût, ça fait peur à beaucoup de gens, parce qu'il n'y a plus beaucoup de pays qui veulent commercer, qui sont prêts à commercer avec ces pays à cause de ça. Là où bien sûr les Chinois jouent très bien, c'est que Xi Jinping, qui a demandé une conversation avec Xi Jinping, c'est Zelensky. Oui. C'est Zelensky, il y a 1 mois et demi, qui dit mais il faut que les Chinois s'investissent et moi je veux parler aux Chinois. Oui. Vous vous rendez compte? Donc il y a d'un côté les États-Unis qui sont les fournisseurs d'armes, mais qui n'ont pas de rôle diplomatique, puisqu'il n'y a plus aucun rôle diplomatique, bien sûr, entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis, c'est le fournisseur d'armes. En revanche, qui peut jouer un rôle diplomatique? C'est la Chine. C'est la Chine. Vous voyez le partage des rôles? Zelensky en son... Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi dans la conversation Zelensky-Xi Jinping? La reconstruction. Bien évidemment, les Chinois, là où il y a des territoires à reconstruire, ils sont là. Ils l'ont fait partout. Ils l'ont fait en Asie, Laos, Cambodge, Vietnam. Enfin, quand vous visitez ces pays, qu'on vous montre un barrage, une autoroute, tout a été gratuit, tout a été financé par les Chinois. Et l'Afrique. Bon, l'Afrique, mais bien sûr, l'Afrique aussi. Et donc, il y a des marchés à prendre en Ukraine. Imaginez si jamais... Sauf que ça, à mon avis, les marchés en Ukraine, ça sera prioritaire à Washington. Vu leur soutien